Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé si nous pourrions creuser un tunnel pour nous rendre en Australie, par exemple? La question est bonne parce que le diamètre de la Terre est d'environ 12 000 km. Ce qui veut dire que pour se rendre d'un point qui est situé, par exemple, au Québec jusqu'en Australie, si on traversait à travers la Terre, on aurait environ 12 000 km, 13 000 même à faire. Si on se rend par la surface terrestre, comme c'est le cas présentement, donc je pars, admettons, du Québec et je fais le tour de la Terre pour me rendre jusqu'en Australie, comme ça, j'ai environ 20 000 km à faire. Donc, est-ce que ce serait possible, si je repose ma question, de passer directement par le centre de la Terre pour se rendre en Australie en creusant un tunnel? Autre question qu'on pourrait se poser et qu'on va tenter de répondre dans les prochains cours. Qu'est-ce qui provoque les volcans? Ou encore, quelle est la cause des tremblements de terre? Et finalement, est-ce que les continents se déplacent vraiment? Bien, c'est à toutes ces questions-là qu'on va tenter de répondre dans les prochains cours. Donc, pour savoir si on pourrait traverser la Terre, il faudrait se demander qu'est-ce qui se trouve au centre de la Terre, finalement. Donc, voici une image de la Terre, comme si on voyait à l'intérieur, on en a enlevé un morceau. On nous dit ici, sur cette image-là, que la structure interne de la Terre, on peut la décomposer en plusieurs parties. Donc, premièrement, on a la croûte terrestre. Donc, ça, c'est l'endroit où nous vivons, l'endroit où nous marchons. Il y a la croûte océanique, qui serait la croûte qui serait en dessous de l'océan. Donc, la croûte continentale et la croûte océanique forment ce qu'on appelle la croûte terrestre. Ensuite, en dessous de ça, on a ce qu'on appelle le manteau. Donc, toute la couche qui est ici, là, c'est en fait de la roche en fusion. Donc, de la roche un peu liquide, on pourrait dire pâteuse, par exemple. En dessous de ça, on a le noyau, et le noyau se décompose en deux parties. On a une partie du noyau qui est externe. Cette partie du noyau-là est liquide, et on a aussi une partie du noyau qu'on appelle le noyau interne, et cette partie-là du noyau ici, j'essaie de changer de crayon, bon. Donc, cette partie-là du noyau ici est un noyau qui est solide. Et ce noyau qui est solide-là va tourner à l'intérieur du noyau liquide. Donc, ça me donne un petit peu une idée de ce qui se trouve au centre de la Terre. Et finalement, que ça serait absolument impossible de penser creuser un tunnel qui traverserait la Terre au complet, parce que, comme je l'ai dit, ces endroits-là sont très chauds, donc la roche en fusion. On est dans des températures qui peuvent aller jusqu'à 7000 degrés Celsius, donc ce serait impossible de passer par le centre de la Terre. Si on regarde un petit peu plus en détail la différence entre la croûte continentale et la croûte océanique, en fait, c'est que la croûte continentale, où nous marchons, en fait, on peut y retrouver des montagnes, on peut y retrouver des plaines, on peut y retrouver des volcans. Donc, la croûte continentale peut avoir une certaine épaisseur, dépendant où l'on se trouve, donc ça peut être variable, mais c'est vraiment de la terre, la roche, ce sur quoi nous vivons. Tandis que la croûte océanique, qui se retrouve plutôt ici. Donc, la croûte océanique est sous l'océan. Donc, elle est cachée, on ne la voit pas vraiment. Mais par contre, quand on va au fond de l'océan, qu'on trouve du sable ou de la roche qui est au fond de l'eau, bien à ce moment-là, c'est de la croûte océanique. Donc, comme on disait tantôt, croûte océanique et croûte continentale, ensemble, forment ce qu'on appelle la fameuse croûte terrestre. Donc, si on prend conquête, maintenant, pour aller surligner nos trucs, je vous laisse un petit peu de temps pour sortir votre conquête. Donc, je me retrouve maintenant à la page 150. Et à la page 150, on nous dit un peu ce que je viens de vous résumer là, en quelques secondes. Donc, on vous parle des fameuses couches de la Terre ou encore de la structure interne. Donc, je dis 150, mais en fait, je suis vraiment à la page 148. Donc, à la page 148, vous avez l'image que je viens de vous montrer. Et on va aller, justement, cette image-là est importante, on va aller souligner, donc, croûte continentale, croûte océanique, et que ces deux choses-là forment ce qu'on appelle la croûte terrestre. En dessous de la croûte terrestre, on retrouve de la roche en fusion, qu'on appelle le manteau, donc c'est extrêmement chaud. En fait, ce qu'on retrouve là, c'est du magma. On expliquera tantôt la différence entre magma et de la lave. Au centre de la Terre, on retrouve le noyau qui peut se décomposer en deux parties, c'est-à-dire le noyau externe qui est à l'extérieur et le noyau
interne qui est à l'intérieur. Un est solide, l'autre est liquide. Encore là, on va aller souligner tantôt les détails de tout ça. Donc, ce dessin-là est très important. On peut se faire une petite étoile à côté, de bien savoir reconnaître chacune des parties sur une image. On s'en va ensuite à la page suivante. Donc, la page suivante, on va voir la croûte terrestre, le manteau et le noyau en détail. Donc, on y va. Donc, je vais remonter un petit peu plus haut. La croûte terrestre. Ce qui est important de retenir pour la croûte terrestre, c'est que c'est la croûte sur laquelle nous vivons. Donc, c'est là que les êtres vivants vont vivre. On vous dit qu'on distingue la croûte continentale, qui fait partie des continents, et la croûte océanique, qui est sous les océans. On va remarquer qu'il y a beaucoup plus de croûtes océaniques que de croûtes continentales. Pourquoi? C'est que si on regarde la surface du globe, la surface de la Terre est principalement composée d'eau, donc d'océans, entre autres. Juste le Pacifique est vraiment très gros. Donc, on vous dit ici que la croûte continentale représente seulement 30% de la surface de la Terre, tandis que la croûte océanique, entre autres qui est plus mince, va représenter 70%. Quand on vous dit qu'elle est plus mince, sur l'image ici, on le voit bien. Donc, la croûte continentale, ici, on voit qu'elle a une certaine épaisseur, et l'épaisseur peut varier. Tandis que la croûte océanique, étant donné qu'elle est sous l'eau, elle a déjà une partie qui est composée d'eau, finalement, qui est au-dessus d'elle. Donc, la croûte océanique est beaucoup plus mince que la croûte continentale. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici dans le texte. Ensuite de ça, donc c'est les notions importantes pour la croûte terrestre. Si on s'en va maintenant au manteau. Donc le manteau, on a dit qu'il était en dessous de la croûte terrestre. Et on vous dit ici, donc sous la croûte terrestre, et en dessous de la croûte terrestre et au-dessus du noyau, donc il est entre les deux. Et on vous dit que c'est constitué de roches partiellement fondues. Donc, quand je dis en fusion, c'est qu'à une certaine température, la roche va fondre. Et c'est ce qu'on appelle le magma. Maintenant, c'est bien important pour moi que tu fasses la différence entre du magma et de la lave. Donc, ici, j'aimerais que tu aies indiqué une définition de qu'est-ce que le magma. Alors, le magma, c'est de la roche en fusion qui est sous la croûte terrestre. Donc, c'est de la roche qui est en fusion, qui est partiellement liquide, mais elle n'est pas à la surface de la Terre. On ne la voit pas, elle est en dessous de nous. Tandis que de la lave, c'est du magma, mais qui va couler à la surface de la Terre. Donc, quand le magma arrive à la surface et ressort par un volcan, à ce moment-là, on appelle ça de la lave. Donc, ça ici, pour moi, c'est important que tu saches faire la différence entre les deux et je veux que tu l'inscrives dans ton cahier. Donc, magma, roche en fusion sous la croûte terrestre. Et la lave, c'est du magma, mais qui arrive à la surface de la Terre, donc qui va couler et qui va sortir d'un volcan à ce moment-là. Je te laisse quelques secondes pour faire noter ça. Quand on aura fini de noter, on va aller voir, terminer la page 149 avec le tableau, le noyau et le tableau. Alors, on revient à notre noyau. Donc, le noyau, il est situé vraiment au centre de la Terre et, il est entouré par le manteau. De quoi il est fait, ce fameux noyau-là? On vous dit qu'il est composé principalement de fer. Ça, c'est vrai pour le noyau qui est externe, donc celui qui est liquide, c'est en fait du fer qui est fondu. Et au centre complètement, le noyau interne, c'est un alliage. Donc, un alliage qui veut dire un mélange. Donc, c'est un mélange de fer et de nickel, qui sont deux métaux. Donc, ça, c'est vrai pour le noyau interne. Autre chose importante qu'on va parler dans les prochains cours, on vous dit que les mouvements de ces métaux à l'état liquide produit le champ magnétique terrestre. Donc, le noyau qui est solide tourne
à l'intérieur de la Terre. Il tourne dans le noyau liquide, en fait. Donc, c'est un peu comme s'il baignait dans une sorte de liquide et il va tourner sur lui-même. Et c'est ça qui va amener le champ magnétique. Le champ magnétique, je l'expliquerai en classe plus en détail parce que c'est quand même assez complexe. Donc, je vais faire ça avec vous en classe. Si on regarde le tableau, qu'est-ce qui est important dans ce tableau-là? Je veux que tu retiennes, bon, croûte terrestre, manteau, noyau. Savoir que la croûte terrestre, c'est quelque chose qui est solide et que c'est composé de roches. Pour le manteau, on vous dit ici surtout solide. On va rayer ça, surtout solide. On va marquer qu'il est pâteux. Donc, c'est une espèce de pâte parce que c'est de la roche en fusion, comme on a dit. Imagine-toi de la lave là, qui coule d'un volcan. C'est pas complètement liquide, on s'entend, mais c'est quand même visqueux. Ça coule, c'est pas complètement solide. Donc, on va s'écrire que c'est pâteux parce que il y a un mouvement qui se passe dans ce fameux manteau-là. Donc, un pâteux, partiellement liquide, ça serait aussi vrai. Ensuite, il est composé de quoi? Il est composé de roches en fusion, donc c'est ce qu'on appelle du magma. Finalement, pour le noyau, on le décompose en deux parties. Noyau externe qui est liquide, est composé de fer. Noyau interne qui est solide. Donc, on vous dit en dessous qu'il y en a un qui est composé de fer et l'autre qui est un alliage, donc un mélange de fer et de nickel. C'est ce que je veux que tu retiennes. Les chiffres, pour moi, ne sont pas importants en termes de, je ne te demanderai pas exactement quel est le pourcentage de ci ou quel est le pourcentage de ça. Par contre, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est la composition. Donc, la croûte terrestre, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la Terre, à peine 2 le manteau, 81 donc la Terre est principalement composée de manteau, et le noyau, 17 Si je retourne à mon image que j'avais tout à l'heure de la Terre, je voulais vous comparer ça un peu à une pêche. Donc, où est-ce qu'on a le noyau, où est-ce que le manteau serait ce qu'on a tout autour, donc la chair de la pêche, et la pelure serait la croûte terrestre. Bon, on voit bien que la principale partie de notre terre est composée du manteau. Le noyau a l'air gros, oui, mais pensez qu'il forme une petite boule, tandis que le manteau se trouve tout autour de cette boule-là. Donc, en termes de volume, il y a plus de manteau dans la Terre. On s'en va tout de suite à la page suivante. Ce qui nous reste à voir à la page suivante, c'est la notion de lithosphère. Si on va voir tout de suite la définition, on vous dit que la lithosphère, c'est la couche externe solide de la Terre qui comprend la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau. Donc, là-dedans, qui est important, c'est que la lithosphère, elle est solide. C'est aussi que la lithosphère comprend deux choses. C'est la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau. Donc, sur notre dessin, juste en dessous, on voit que notre fameuse lithosphère ici, OK, elle a une partie du manteau, une partie qui est solide. Donc, le haut du manteau est solide parce qu'il est plus près de la surface de la Terre, donc il est plus froid. En étant plus froid, en refroidissant le magma, hein, on le voit quand la lave se refroidit, c'est le même type de matériau. Donc, en refroidissant le magma, il devient solide. Et ça comprend la croûte terrestre. Donc, la lithosphère, c'est la partie de la Terre qui est solide. Donc, la partie externe de la Terre qui est solide, ça comprend la croûte terrestre et ça comprend une partie du manteau, mais pas tout le manteau, parce qu'il y a une partie du manteau qui est plutôt liquide. Vous avez lu en classe le flash techno, donc qui nous dit que présentement, la profondeur maximum que les scientifiques ont réussi à creuser dans la Terre est de 12 km. On est bien loin du 12 000 ou 13 000 km pour traverser complètement la surface de la Terre. Dernière petite chose, à la dernière page, on vous parle ici de la lithosphère et des êtres vivants. Je veux souligner entièrement le premier paragraphe, donc tout ça ici, parce qu'on nous dit que la lithosphère est essentielle au maintien de la vie. Donc, les êtres vivants ont besoin d'une relation avec cette lithosphère-là qui nous fournit de la nourriture, donc les végétaux qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, je vais vous laisser faire maintenant vos exercices